Equinoxois, Madame, Monsieur, bonsoir. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on en a presque coutumier du fait. Chaque fois et à l'approche de la présidentielle, ses militants et sympathisants se mobilisent pour contribuer à leur manière à la campagne de leur candidat. Le 15 juillet dernier, c'était au tour de Cabral Libi d'appeler à la générosité des Camerounais pour lui permettre de payer la caution de 30 millions de francs CFA, élément constitutif du dossier de candidature à la présidence de la République. En quelques heures, les Camerounais trouvent la somme requise au candidat investi par le parti Univers pour sa caution. Il a sûrement été inspiré par Barack Hussein Obama en 2008 qui, on s'en souvient, avait pour sa campagne électorale collecté en un mois 150 milliards de dollars, permettant ainsi de faire de sa campagne la plus chère des États-Unis, de l'histoire des États-Unis. Maurice Kamto, quant à lui, a choisi cette option au lendemain de son dépôt de candidature à Elekam, la présidentielle d'octobre prochain. Il sollicite les suffrages des Camerounais pour financer sa campagne. Pour comprendre ce phénomène, madame, monsieur, je suis ce jour en compagnie de Joël Daniel Dobela, c'est là dans un instant, responsable pour le média communication de la première partie Univers. Charles Lizan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président au JRDPC, vous les deux. Tout à fait. Militant convaincu du RDPC, hein? Convaincu, convaincant. Ok, on va le voir tout à l'heure. Et Guy Hervé Fonga, journaliste, bonsoir. Bonsoir Serge Anoto et merci pour l'honneur et l'amitié de nous convier à ce grand moment de télé républicain. J'espère que nous aurons un débat citoyen qui vont davantage édifier ceux qui prennent du plaisir à regarder cette émission qui monte en puissance. Voilà, merci. Et lui, il est venu de Yaoundé, hein. J'ai tenu à terminer par lui parce qu'il a avalé beaucoup de kilomètres. Lui, c'est Angèle Beur, le bon d'Atua. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Otou. Vous m'avez dit que vous êtes simple militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. MRC. Je préfère qu'on s'en tienne à cela. Voilà. Et je suis très heureux de retrouver les plateaux d'Equinox Télévision. Doublement heureux encore de retrouver mon jeune frère Charles Elie, que je n'ai pas vu depuis un moment. Nous venons tous les deux d'un coin qui s'appelle Nouvelle. Oui. Nouvelle, quartier qui a bercé l'enfance d'un des footballeurs les plus talentueux. C'est ça? Voilà. Voilà. Merci, une fois de plus, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. Madame, monsieur, on se retrouve après cette transition pour le fait du jour. Bon voilà, Paul Biya, Maurice Kamto, Cabral Libi et la collecte des fonds, c'est notre fait du jour. Je vais commencer par vous, Guy Hervé Fongan. Cabral Libi, le 15 juillet dernier, il était à Douala pour, il disait qu'il n'avait que 10 millions de francs et en quelques heures, on est passé à 30. Il sollicitait la générosité des Camerounais. Comment comprendre ça? Non, il faut dire que symboliquement, c'est un acte assez fort. Il serait naïf de croire que les 30 millions de francs Cabral les a eus après son passage à Douala, ce serait totalement naïf de penser ça. Mais du point de vue de la démarche et de la méthode, c'est tout à fait louable et c'est à saluer. Moi, j'ai vu des gens à Douala 5e en un laps de temps mobiliser près d'1 million de francs en cash. Et dans ce point de vue, on peut estimer qu'il a réussi quand même derrière lui à fédérer un certain nombre d'énergie et de valeurs qu'il incarne. Je ne m'attendais pas à ce que l'opération puisse permettre à Cabral d'avoir des 30 millions. Toute personne normalement constituée sait très bien que cet argent, il les avait déjà. Mais au moins le pari qu'il a gagné, c'est d'avoir réussi à gagner des parts de cœur, justement, d'avoir fédéré les énergies autour de lui et d'avoir essayé de faire bouger quelque chose et d'intéresser davantage les gens à sa démarche. Bon, moi, du point de vue analytique, il faut bien comprendre qu'il avait cette collecte de fonds, pour moi, s'inscrit dans une dynamique qui est tout à fait cohérente. Il est parti en commençant à parler d'11 millions de Camerounais qui devaient s'inscrire sur les listes électorales. Et donc, dans la même lancée, il était tout à fait normal que Cabral, pour être cohérent envers lui-même et avec sa méthode, continue à laisser
prospérer. Parce que là, on est dans la communication stratégique, on essaie d'agir sur la perception et sur les ressentis. Donc il fallait de manière naturelle, qu'il continue à donner l'impression aux citoyens, aux Camerounais, au monde entier, qu'il est un choix du peuple, qu'il est choisi par la base, qu'il est choisi par une population et qu'il a une fanbase qui l'accompagne et qui le soutient. La preuve, la fanbase a réussi à mobiliser en quelques jours 30 millions de francs pour permettre au jeune Cabral d'aller aux élections principales. Donc c'était le message qu'il voulait faire passer. Il a réussi à le faire passer à sa manière et j'ai envie de dire que c'est, à mon sens, c'est tout à son honneur. Ok, Angelbert, le bon, tu vois, il les avait déjà, ces 30 millions, comme dit Gervais? Je n'en sais rien. J'ai regardé l'actualité comme vous et puis j'ai constaté que M. Liby a pu lever les 30 millions à l'arraché à la dernière minute. Donc, je ne peux pas conclure qu'il les avait avant. Donc, je pense que c'est jusqu'au dernier jour qu'il a pu donc rassembler ces 30 millions. Enfin, je crois. Je ne voudrais pas rentrer dans une polémique qui a lieu sur la place des réseaux sociaux, mais je préfère m'en tenir à ce simple jugement. Ok. Elie, pensez comme lui, comme Gervais, qu'il les avait, ces 30 millions déjà? C'est clair que nous qui vivons à Douala, il serait difficile de trouver 30 millions en 2 jours. Surtout quand on va à Douala 3e, quand on va à Douala 5e, quand on connaît quel que soit l'engouement amené. Non, il avait les 30 millions, comme l'a dit M. Gervais Fondam. C'était une manière. Et le but, il chercher, c'était quoi? C'était la communication. Et voir s'il y a un amour qui est partagé entre lui et peut-être les potentiels électeurs. Et il a vu ce qui s'est passé, il a tiré des leçons. Et il s'agit du financement interne à la partie. Je suis heureux qu'un jeune ait pu drainer, ait pu avoir de la caution pour payer ait pu avoir de l'argent pour payer sa caution. Et Cabral, bienvenue dans la scène. Ok. Bon, c'est quand même tout à fait inédit. Hein? En dehors du RDPC qui nous a habitués à ça, qu'un candidat à l'élection puisse mettre sur pied cette... Bon, je pense que... En dehors du RDPC, on a souvent vu, on va y revenir avec Elie. L'opération de collecte de fonds, qu'on pourrait également appeler fundraising. Je pense qu'ici, le RDPC ou 11 millions n'ont pas réinventé le fil, la coupe et le beurre. Non, je parle des candidats. Les candidats. Nous, au MRC... Vous êtes venus après? Nous, au MRC, nous le faisons depuis la création du parti en 2012. Peut-être qu'on le fait discrètement, peut-être que... Pourquoi cette fois-ci, vous avez donc voulu... Parce que nous sommes en campagne électorale et que c'est le moment pour tous les partis de pouvoir mobiliser le maximum de fonds pour pouvoir affronter cette élection. Pourquoi vous êtes moqué de la méthode de Cabral? Je ne sais pas, quand vous dites vous êtes moqué, vous parlez de qui? Vous, on a vu sur les réseaux sociaux. Militants MRC. Je pense, monsieur Autour, qu'il faut aujourd'hui cesser avec des amalgames. Non, pas des réseaux sociaux, oui. Avec des amalgames. On a cette fâcheuse tendance à penser que un simple sympathisant ou militant même parle au nom du parti. Voilà, parle au nom du parti. Pourtant, le parti aujourd'hui a ses canaux de communication. Le président national a une page officielle. Le parti a une page officielle sur Facebook. Le porte-parole du MRC a une page officielle sur Facebook. Le MRC lui-même, en tant que parti politique, a un site internet. Et je ne pense pas que de ces voix-là, où on ait entendu une quelconque moquerie de la part du candidat, de la part du MRC vis-à-vis du candidat Cabral. Mais par contre, je peux peut-être comprendre certaines positions. Je peux comprendre certaines positions parce que, vous savez, l'élection présidentielle, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de sérieux et c'est un avis personnel. Hein. Je pense que personnellement, quand on décide d'être candidat à l'élection présidentielle, on connaît toutes les conditions qui encadrent la candidature à l'élection présidentielle et je trouve vraiment, je ne veux pas dire immature, mais je trouve pas sérieux de faire une vidéo pour demander 30 millions de caution. Parce que quand on regarde aujourd'hui, une
élection présidentielle, quand nous, au MRC, nous faisons nos calculs aujourd'hui, il faut à un parti politique sérieux, organisé, au moins 4 milliards de francs CFA. Alors, quand je vois un candidat qui se révèle à la dernière minute pour pouvoir collecter 30 millions, je me demande comment il fera après, pour ce qui est des fonds pour la campagne électorale. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que les Camerounais méritent mieux. Et notamment cette Mais est-ce que vous êtes prêt? Parce qu'il y a aussi eu votre fundraising par rapport à la campagne. Mais nous, si vous aviez ces 4 milliards, arrêtons-nous à ces chiffres, vous n'auriez pas demandé aux Camerounais de vous aider. Vous comprenez bien, c'est comme si on disait aujourd'hui que on a un candidat à l'élection présidentielle qui n'a pas où loger. Le Cameroun mérite mieux que ça. On est un pays sérieux. Donc la n'est pas sérieux en demandant... Je n'ai pas dit ça, moi je commente et je commente... Vous dites qu'il a fait la vidéo pour demander... Je commente les faits. Oui. Je commente les faits. Je dis, ça ne fait pas sérieux pour un candidat déclaré à l'élection présidentielle depuis pratiquement 1 an aujourd'hui, d'être à 10 jours de la date limite de clôture de candidature, faire des vidéos pour une caution de 30 millions. Pour moi, ça ne fait pas sérieux. Mais Guy-Hervé, lui, nous a semblé dire, à l'entame de son propos, que Cabral les avait déjà. Oui, non, au-delà du fait qu'il semble établi que les 30 millions, Cabral les avait, je pense qu'il faut rétablir les faits. Et je voudrais observer 2 choses. Peut-être à l'endroit des sympathiques, j'en ai quelques amis. C'est pas une maladie honteuse que d'avoir des amis au MRC. Donc il faut dire que vous avez, malheureusement, et c'est votre talon d'Achille, vous avez une meute sur Internet, une milice sur Facebook. Une milice sur Facebook qui à longueur de journée n'excelle que dans des coups en dessous de la ceinture. Et les mêmes personnes, on les a régulièrement vues publiquement avec le président Maurice Kamto. Et donc si les mêmes personnes reviennent aujourd'hui avec de manière régulière descendre dans la Gadou, vous n'allez pas aujourd'hui vous désolidariser de ces personnes-là qui sont régulièrement publiquement avec le se sont moqués de l'action de Cabral. Oui, de manière très violente et de manière très basse, de manière très grossière. C'est des personnes au visage connu et identifié qui font ça à longueur de journée. Donc aujourd'hui, quand quelques jours après le MSC reviennent avec la même pratique en demandant aux gens de contribuer colo, on se demande finalement de qui se moque-t-on. Et de point de vue, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous avez laissé prospérer cette milice-là sur Internet. Là aujourd'hui, c'est un des maillons faibles du MRC. Malheureusement, ça va se retourner contre vous parce que le principal, le candidat du MRC n'a pas su mettre les garde-fous et ramener les gens à la raison. Maintenant, je vous ai fait remarquer d'entrée de jeu que un des mérites de Cabral, parce que les opposants classiques ont passé le temps à dire aux gens que le 2 était pipé d'avance, que l'élection était gagnée d'avance, que ça ne servait à rien d'aller s'inscrire. Et vous êtes d'accord avec moi que les 11 millions annoncés, il ne les a pas atteints. Donc il a quand même réussi à... Moi j'ai vu les étudiants se mobiliser, aller s'inscrire, et qui ne le faisaient pas il y a quelques années. J'ai vu une sorte d'émulation et d'effervescence. Ça, on ne peut pas lui enlever ça, c'est le mérite d'avoir su déconstruire ça et la désaffection que les jeunes avaient pour la politique. Il a su leur redonner cet élan-là. Et donc, on peut lui reconnaître au moins le mérite d'avoir ramené dans le jeu politique des gens qui ne croyaient pas et qui avaient l'impression que... Et c'est parce que justement les classiques, les anciens, ont passé le temps à dire aux gens que ça ne sert à rien d'y aller. Mais lui, au moins, il a réussi à faire ça. Et après avoir réussi à faire ça, je veux dire, comme on pourrait le reconnaître aussi, c'est quelque part, comment dire ça, le capital sympathie, le capital d'estime, il a su le construire au fil du temps, et l'opération qu'il a menée sur Douala pour avoir les 30 millions de francs s'inscrivait en sens dans cette dynamique de construction du capital sympathie, du capital estime qu'il avait entamé lors de l'opération des 11 millions d'inscrits, que certains opposants ont refusé d'accompagner ce challenge parce qu'ils estimaient que le combat était perdu d'avance en nous enfumant sur un débat périphérique inutile, alors qu'il fallait simplement emmener les gens à s'inscrire. Et aujourd'hui, la vraie bataille va se mener avec ceux qui ont une carte électorale. C'est vers ceux-là qu'il faut tenir un discours intelligible et avec un vrai projet de société.
Voilà, je reviens à vous, Hergé. Bon, déjà, avec vous, je veux comprendre, le fait de tendre la main, comme Cabral l'a fait le 15 juin, est-ce que ça ne traduit pas une certaine humilité? Bon, surtout la... Reconnaître qu'on n'a pas, qu'on tende la main de manière... mais Engelbert, lui, pense que ça ne fait pas sérieux. Bon, il a été au moins humble de reconnaître que je n'aisais pas ces 30 millions non, permettez, au secours. Monsieur César, permettez-moi quand même de faire une virgule. Oui, allez-y. À travers ce qu'a dit... Guy Hervé, mes deux compagnonnistes, excellents compagnonnistes. Je voulais quand même dire que bienvenue dans l'arène. Depuis 1984, le RDPC vit à travers le financement propre de ses militants, les contributions exceptionnelles de ces militants. Je suis heureux aujourd'hui de voir que deux représentants des partis engagés à l'élection présidentielle. Non, je suis représentant de journaliste. Nous attendons. Je vais le dire si. Attendez, je vais préciser. Non. Objectif, je questionne la démarche. Rien à voir avec un parti. Nous attendons. Je questionne la démarche objectivement. Donc je peux dire pour tout le monde sans que. Nous attendons Joël Daniel Dombela, qui est le responsable pour le média de communication de la première partie Univers. Il nous a dit qu'il sera là. Nous l'attendons. Bon, ce que nous marquons dans la RDPC, c'est que depuis 1984, date de création, depuis 1985, date de création de notre parti, nous tendons la main à nos militants. C'est les militants qui contribuent à travers l'achat des cartes d'adhésion, à travers les cotisations annuelles, à travers la vente des produits du parti, par exemple le journal L'Action, à travers la mise en place de nos produits, des œuvres de l'esprit. Aujourd'hui, c'est juste que, parce qu'il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, et il y a une communication qui est un peu plus fluide. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est irritant, c'est énervant, que des militants contribuent financièrement à la vie d'un parti politique. Ce que le MHA a fait avec Kolo, ce que Cabral a fait avec... c'est tout à fait normal. Que les hommes tendent la main. Puis c'est ce peuple-là que vous appelez à vouloir diriger demain. Alors, quand un citoyen lambda vient avec 1000 francs, 100 francs déposés pour celui à qui ils font des espoirs pour le diriger demain, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est peut-être la méthode qu'il faut questionner. L'élection présidentielle étant l'élection suprême. En quoi la méthode utilisée par Cabral a un problème? Non, en ce qui me concerne... Pourquoi on doit la questionner? Non, on la questionne parce que je voudrais donc rentrer dans le petit débat qui a semblé avoir entre mon grand frère Gilbert et Guy Hervé à travers les réseaux sociaux. C'est que il y a les réseaux sociaux. On doit faire avec. Oui, on doit faire avec. Maintenant, comme je disais l'autre jour, c'est un peu comme une arme. On a une arme pour tuer le gibier, pour se nourrir. On a une arme pour se protéger. On a aussi une arme pour tuer les autres, pour nuire. Donc les réseaux sociaux, ça dépend de la manière avec laquelle on utilise cet élément de communication qui vient bouleverser comme ça la donne communicationnelle dans les rapports entre partis. Vous savez, c'est à travers les réseaux sociaux que les gens s'expliquent. Les réseaux sociaux sont devenus le tribunal du peuple. Les réseaux sociaux sont donc on pousse même les candidats à s'exprimer. J'ai vu aujourd'hui un communiqué qu'a pondu M. Cabral. Moi, je me pose pour s'expliquer, hein. Avait-il besoin de le faire? Lui qui est candidat, avait-il besoin de le faire? Je ne pense pas. Bon, là, c'est lui qui voit. De l'autre côté, je voudrais aussi dire à mon grand frère Gilbert, avec qui j'ai beaucoup, un respect énorme, et j'ai beaucoup d'amis avec qui je cause dans son parti. Vous avez ce problème dans le parti. C'est que vous avez des gens qui n'ont pas compris que la politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est tout à l'heure quand tu as dit mon petit frère et tout, je suis qu'il y en a qui sont surpris, qui sont de ton parti, qui sont surpris que le fait que tu dises que mon petit frère vient de Nobel, ça va pas qu'on a pu le 33 ensemble un jour, donc sans publicité. Donc c'est pour vous dire qu'on peut aller au-delà de l'expression politique dans les échanges, mais vous avez cette note-là, genre le mot est à sa place. Vous avez ces gens-là dans le... Il y avait à parler de milice. Oui, moi je dis meute. Vous avez ces gens-là qui sont dans les réseaux sociaux, qui pensent que vraiment, il faut dire de tout, du tout et du n'importe quoi. Mais c'est les mêmes gens que, bizarrement, vous semblez dédouaner, vous semblez vouloir vous éloigner de... Mais c'est nous avec qui on voit sur les photos, à travers vos, bon, entre guillemets, giga, méga meeting, bon, ce sont les termes. Ce sont nous avec qui vous pavanez et on se pose des questions. Moi, par exemple, je profite du fait que j'ai un haut cadre, parce que tu as voulu qu'on parle de toi comme militant, que j'ai un haut cadre, parce que tu es un haut cadre du MSC. Oui. Tu as l'oreille de M. Kamtopsa, il faut que je le dise. Tu es quand même quelqu'un. Je voudrais savoir,
quand le président du MRC, dans son adresse à la jeunesse le 10 février, met comme exemple, tu as cité Samuel Eto'o. Je pense qu'on a besoin d'un parti politique ou d'une religion pour aimer ce gars, pour ce qu'il rend comme service à la nation. Mais quand le président du MRC prend, par exemple, en s'adressant aux jeunes le 10 février, Patrice Ngana, moi je me pose des questions. Moi, je me pose des questions. D'accord, mais si tu peux... allez-y. Non, je vais d'abord revenir sur ce que Guy Hervé a dit tout à l'heure, qui est un sujet qui revient tout le temps et qui est un sujet assez pertinent et préoccupant. Mais à un moment donné, je dis tout de suite, c'est des façons de faire qui ont toujours été condamnées par le parti. Vous les considérez des noms de ceux-là? Je ne sais pas si personnellement je les connais. Alors, mais ce que je dis, à un moment donné, il faut bien qu'on comprenne les Camerounais. Vous savez, on le disait en 2012, quand on a commencé ce long combat. On nous disait, le MRC c'est le parti de Facebook. On vous attend sur le terrain. On ne gagne pas les élections sur Facebook. Et à un moment donné, bon, peut-être parce que aujourd'hui tout le monde comprend que ça risque de se passer sur les réseaux sociaux. On a vu des gens d'un certain âge tweeter. Sur le Cameroun, sur le Cameroun. Oui. Sur le Cameroun, sur le Cameroun. Je n'ai pas bien compris la question. J'ai dit quand non, on ne peut pas déconcentrer. Allez-y. On a vu votre candidat tweeter. C'est déjà bien. Okay. C'est déjà bien. Il le fait depuis quand même. Donc, les gens commencent aussi à comprendre que les réseaux sociaux peuvent être un relais important. Tout à fait. Alors, je vais faire une clarification. Certainement parce que les militants du MRC ou les sympathisants du MRC sont plus nombreux sur les réseaux sociaux que c'est plus visible. Moi, je ne voudrais pas. Peut-être c'est eux qui parlent le plus. Je dis certainement parce qu'ils sont les plus nombreux. Je ne voudrais pas ici indexer les autres partis de manière nominale. J'ai comme l'impression. Sur Internet. Moi, j'ai lu. Oui, c'est ce qu'il dit. J'ai lu des posts faits par des RDPcistes. Parfois, ça laisse à désirer. Vous savez que M. Kamto est traité sur Facebook de tête de tarot, de zozo. Comme tout le monde, hein. Comme tout le monde d'ailleurs. Vous savez que M. Kamto a eu une de ses photos par un proche du candidat Libye, je ne veux pas citer son nom ici, il a eu sa photo en croix gammée. Et si vous regardez la photo de profil de ce monsieur qui est très proche de Cabral Libye, c'est M. Kamto avec une croix rouge. Je ne vous passe pas... Enfin, quand on lit les commentaires, quand on lit tout ce qui peut se dire sur le MRC, parti de Bamileke, Tonting Bahamik, machin, tête de chèvre, tête de... Bon, je veux dire, c'est vrai qu'on est dans une guerre. Je ne dis pas cela pour dédouaner Charles Elie. Je ne dis pas la guerre dans un combat. Je ne dis pas... Vous êtes en guerre contre qui? C'est un combat. Contre les militants c'est une guerre virtuelle. Oui. Peut-être que le mot est un peu fort, mais oui, on va dire que c'est une guerre virtuelle. Vous n'allez pas refaire l'éducation de tout le monde. Il y a des gens que vous ne pouvez pas changer. Je vous dis la position officielle du parti. Je peux vous la tenir ici. C'est que le parti est vraiment contre tout ce type d'agissement. C'est-à-dire que tout ce qui est incitation à la violence, incitation à la haine tribale et tout ce que vous avez autour. Alors, je ne sais pas qui vous voyez souvent avec M. Kamto. M. Kamto. M. Kamto. C'est pas là le débat. M. Kamto est entouré d'un directoire. Le mouvement pour la naissance du Cameroun a un porte-parole. Donc, si vous me dites que c'est une de ces personnes-là qui a tenu ce type de langage, franchement, ici, au nom du parti,
je serais capable de vous dire que nous sommes sincèrement désolés. Peut-être qu'il a des noms à donner. S'il a des noms, non, c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat. Je vais jamais m'assurer qu'il sait que j'allais dire la milice du MRC appelle les militants de Cabral des Cabris. Vous avez régulièrement entendu ça aussi? Bon, moi, il m'appelle le griot. Régulièrement, il appelle les Cabris. Non, ça, on fait pas le procès. On fait pas le procès. Je voudrais simplement dire que quand j'observe les éléments de langage quotidien, les prises de parole des différents partis politiques, on a l'impression, et c'est bizarrement le cas, aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est la tribune par excellence de certains partis politiques, alors que l'élection se gagne davantage sur le terrain. On a l'impression que notamment le MRC, vu qu'ils sont sur le plateau, dans leurs éléments de langage quotidien, ont pour adversaire Cabral Libye. C'est l'impression que vous donnez aux gens. Justement, le problème c'est que Cabral Libye a lancé un fundraising. Certains militants, on va le dire comme ça, du MRC s'en ont moqué, mais on ne comprend pas que après quelques jours après, voilà, leur propre démarche. Voilà, c'est ça le problème, c'est de ça qu'on parle. Et on leur a rappelé aussi, par les mêmes canaux utilisés, qu'ils avaient perçu il y a quelques mois de l'argent pour le code pénal qu'ils auraient pu utiliser pour la campagne. Et de ce point de vue, on peut se demander sur le bon sens qui sous-tend leur demande. Mais permettez-moi quand même une phrase, parce qu'il y a beaucoup de malentendus. Oui. Vous savez, comme moi, avant que les Cabral lancent l'opération des 11 millions, la collecte du fonds de résine pour des 30 millions pour sa caution, quelques jours avant, certains cadres de son parti nous ont bombé le torse en disant qu'ils ont près de 180 000 membres et que chaque membre cotisait moins de 1000 francs. Ça veut dire qu'en théorie, ils devraient avoir mobilisé, puisqu'ils que chaque membre, ils ont 180 000 membres qui ont des cartes. Ça veut dire qu'en théorie, ils devraient être capables d'avoir 180 millions de disponibles. Et on ne peut aussi questionner la démarche. Vous avez déjà les 180 millions. Quel est l'intérêt d'aller encore demander 30 millions aux gens quand vous avez 180 millions déjà frais? Et puis, deuxième chose, s'il faut être cohérent, on peut aussi demander, là on est dans la gestion de la chose publique, qu'il y ait une sorte de lisibilité, de transparence. Vous avez vu un peu comment est-ce que l'appel de fonds que l'État a lancé pour le plan humanitaire. Vous voyez bien qu'il y a une lisibilité sur les différents contributeurs. Donc on peut aussi, pour quelqu'un qui aspire à gouverner un pays, on peut très bien demander qu'il y ait une sorte de lisibilité de transparence sur les différents contributeurs. Et donc cette opacité dans le message final n'est pas de nature à rassurer l'électorat quand on ne peut pas sur une simple opération comme celle-là apporter des éléments clairs de compréhension aux populations. Donc ça veut dire que ça ne rassure pas l'électorat. Et Cabral Libye, il y a un autre fait, il y a le RDPC aussi qui a dimanche dernier, vous avez levé 125 millions à la maison de parti de Bonanjo. Devant tout le monde, devant les médias, devant les services de renseignement. C'est clair. Vous avez besoin de ça? Votre candidat a besoin de ça? Justement, bon, s'il faut entrer dans les faits divers, je vous demanderai, si on suit tout ce qui se dit, revenons dans les réseaux sociaux, est-ce que les autres candidats ont besoin de demander colo? Est-ce que les autres candidats ont besoin de faire du fundraising? Non. Non, en fait, c'est une communication. C'est une communion qu'il y a entre un candidat et ses différents militants, ceux qui le soutiennent. Il faut rappeler que c'est l'Aléquier qui a commencé. Tout à fait. Non, RDPC, on peut dire que les réseaux sociaux, la communication a changé à la donne politique. C'est plus comme avant où les gens s'asseyaient, on ne savait pas d'où l'argent sortait et puis on faisait la campagne. Non, maintenant, c'est visible. Je suis heureux de voir un militant qui vient de chez mon grand, au cordon rouge là-bas. Un militant de cordon rouge qui vient avec 1000 francs et qui dit qu'il contribue
à la cagnotte du littoral pour la campagne présidentielle qui arrive. Je suis heureux de voir le ministre, le régional du RDPC, Laurent Esso, qui donne 2 millions. Je suis heureux de voir le départemental de Kinji qui donne telle somme. Je suis heureux de voir Franck Denise qui contribue, Pongo Emmanuel qui contribue, ainsi de suite. Cet argent, c'est notre cas. C'est une manière à nous de dire aux candidats que nous cotisons pour toi. Nous le faisons pour toi et nous sommes prêts à le faire comme nous le faisons toujours. Mais c'est que cette fois-ci, c'est lisible. Mais vous pouvez vous rassurer, Guy Hervé, chez nous, on a donné la liste des contributeurs, les noms sont connus, l'argent est connu. C'est pas comme dans d'autres parties où on ne sait pas d'où l'argent sort, on voit seulement l'argent qui dit. Donc, non, chez nous, c'est bon, c'est clair, c'est lisible. Et vous dites que le lest prend le. Vous-même, vous avez contribué, mais vous avez vu votre nom sur le. Non, vous savez, vous n'avez pas vu mon nom parce que vous avez justement lu dans les réseaux sociaux. Ah, ça, c'est ce qui donnait le million. Non, ça veut dire que on ne voit jamais le petit Zang là-bas en bas qui a donné 5 000 ou 10 000, mais on voit le grand DG de là-bas qui a donné 10 millions. Ben, chacun donne à son niveau, chacun donne ce qu'il peut donner. La plus belle femme du monde ne faut donner que ce qu'elle a. Donc, c'est clair que c'est ça qu'il s'agit. Sauf que chez nous, on ne fait pas trop de publicité. Nous, pour on ne fait pas de bruit. Angèle Bondatoire, où est-ce que vous en êtes avec votre fundraising? Non, tout d'abord, je vais dire... Les populations, ceux qui ont contribué ont besoin de savoir. Je vais faire un petit clin d'œil à mon petit frère. Oui, c'est normal que chez vous, vous puissiez lever 100 millions. On sait très bien pourquoi celui qui contribue 100 millions contribue. On sait très bien pourquoi. Mais là où je m'interroge très souvent chez vous, c'est les fonctionnaires qui cotisent 1 million, 2 millions. Oui. Pourtant, on connaît les niveaux de salaire aujourd'hui au Cameroun. Bon, on va pas. Oui, répondez à ma question. C'est pas mon boulot. Où est-ce que le MRC en est? Je vais faire. Où est-ce que le MRC en est avec l'opération? Alors, on a besoin de transparence. Aujourd'hui, au Cameroun, dans le contexte politique actuel, il est difficile pour un parti d'opposition de pouvoir rendre public la liste de ses différents soutiens. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne pour le comprendre. Je vais vous raconter une petite histoire. Alors, le 2 juillet, j'ai organisé ici même à Douala une rencontre entre les hommes d'affaires et le président Maurice Kamto. Alors, la première condition de tous ces hommes d'affaires, c'est j'espère qu'il n'y aura pas de caméra de télévision. J'ai dit, bien évidemment qu'il n'y aura pas de caméra de télévision. Est-ce que je peux avoir la liste de tous ceux qui sont là? Mais avec le téléphone. Non. Bon, mais vous savez, c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour un parti d'opposition de mobiliser publiquement. Non, je pense pas. Ceci ne veut pas. C'est une. Charles Elie, je suis sur le terrain. Spécificité MRC. Je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain. Je sais de quoi je parle. Nous avons des militants. Non, écoute pas bien. Tu t'exprimes librement. Un homme d'affaires ne va pas avoir des problèmes avec le gouvernement parce que c'était Maurice Kamto. Écoute, Charles Elie, tout homme d'affaires à Douala, tu es à Douala, tout homme d'affaires à Douala te dira que si on sait que je donne 1 million à telle partie, demain les impôts passent chez moi. Parce qu'il ne paye pas les impôts. Parce qu'il ne paye pas les impôts. Gilbert, dites également aux Camerounais que pendant la même opération, vous parlez de la rencontre entre Maurice Kamto et les hommes d'affaires, dites également aux populations que ces hommes d'affaires ont contribué, mais ils ne sont pas venus, pour la plupart. Je peux vous le dire. Et ils me suivent là en ce moment. On le fait. Mais oui, ils ont contribué, mais ils ne sont pas venus. Non, c'est qu'ils ont contribué. L'essentiel, il dit, ils n'étaient pas présents. L'essentiel de ceux qui ont contribué ne sont pas venus à la rencontre de mon. Non, mais ils ont contribué. Mais c'est moi qui ai organisé. Donc, on parle de quelque chose que j'ai organisé. On parle de quelque chose que j'ai organisé. Vous savez qui j'ai invité? Je sais. Ah bon? Je sais que beaucoup ne sont pas venus. C'est un journaliste d'investigation. Beaucoup ne sont pas venus. C'est un journaliste d'investigation. Beaucoup ne sont pas venus. Beaucoup ne sont pas venus. Alors, à votre avis, c'est un signal. Ils ne sont pas venus, pourquoi? Il faut commencer par discipliner vos rangs. Si vous avez une milice qui passe le temps. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'argument que vous avancez. L'argument est beaucoup ne sont pas venus. Pourquoi ils sont? Ce sont des militants convaincus ou bien des sympathisants? Nous avons aujourd'hui des centaines de milliers de Camerounais qui adhèrent tous les jours à MRC. Je dis bien tous les jours. Je ne sais pas s'il y a un parti
qui a recruté au Cameroun depuis 6 ans comme le MRC. Je ne sais pas. Ils ont décidé la carte de Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas leur carte de RDPC? On verra bien le 7 octobre. On verra bien le 7 octobre qui, entre-temps, le RDPC a pu convaincre. C'est vrai que depuis 2011, il y a eu de nouvelles personnes qui profitent aujourd'hui de la fortune publique, de nouvelles personnes qui aujourd'hui ne voudraient pas voir un ensemble d'avantages perdus et qui aujourd'hui s'accrochent sur les RDPC. Il faut aussi dire qu'il y en a qui étaient dans le même gouvernement, qui a fait 7 ans dans le même gouvernement, qui s'est donné le marché, qui aujourd'hui donc. Je ne pense pas, Charles. Et le peuple n'est pas dupe. Donc, attendez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous dites que vous avez organisé une cérémonie avec les hommes d'affaires. Dans un hôtel de la place, ils ne voulaient pas voir des caméras passer. Oui. Je peux vous dire quel était le plat du repas. Ils se reprochent un certain nombre de choses. Ils sont pas venus. Ils ne se reprochent pas. Un militant convaincu, pourquoi ils doivent écoutez, se cacher? moi je discute avec eux tous les jours. D'accord? Je vous dis que le contexte aujourd'hui au Cameroun voudrait que, même si un homme d'affaires a de la sympathie pour vous, même s'il est militant actif, jamais il ne s'affichera avec vous au Cameroun. Je ne pense pas. C'est une réalité. Non, grand frère, non. Allez demander à qui vous voulez. Ça veut dire que vous... On n'a pas besoin d'attendre l'avis du NDPC. Je vous dis c'est une réalité. C'est pourquoi on a sur le terrain. Vous le ramenez à l'époque de Mathusalem. Je vous ai demandé, poser une question, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le fundraising lancé par Maurice Kamto, Opération Colo. Alors, ce qu'il faut dire premièrement, c'est que le fundraising, nous le faisons, je dis bien, depuis 2012. Le MRC est un parti sérieux et organisé. Dans le timing chez nous... Vous le faites depuis pourquoi? Quand c'est Cabral Libye, vous trouvez que c'est pas sérieux. Mais ah non, mais votre candidat le fait aussi. Hein. Je pense qu'il y a une subtilité que vous devez comprendre. Je n'ai rien contre la collecte de M. Cabral Libye. Je n'ai rien contre. Mais alors rien contre. Mais ce que je dis, c'est que quand on est candidat à l'élection présidentielle, on ne vient pas à 5 jours de la clôture des candidatures demander de l'aide pour 30 millions. Je dis ça ne fait pas sérieux. C'est tout. Je n'ai pas dit que c'est pas normal. Mais il les a eu, hein, finalement. Mais tant mieux. Oui. Et félicitations pour lui. Mais je dis que c'est peut-être maintenant que le plus difficile va commencer. Parce que quand on a 30 millions à l'arracher, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire le dernier jour, et qu'il faille avoir au moins 4 milliards de francs pour parcourir le Cameroun, pour mobiliser, pour tout ce qui est logistique, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'ici le 7 octobre. C'est de tout ça que je parle. Nous avons toujours fait des levées de fonds. Que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger. On l'a toujours fait depuis 2012. Et je dis bien dans notre timing, si vous regardez bien, nous avons lancé cette campagne de fundraising le lendemain du dépôt de candidature. Donc, on n'a pas fait le fundraising pour les 30 millions. Oui, c'était pour la campagne. Voilà, c'était un timing, c'était programmé ainsi. Sinon, on n'ouvre pas un compte Mobile Money ou Orange Money sans publicité en 2 jours. On n'ouvre pas un compte à la Banque de France en 2 jours. On n'ouvre pas un compte à Afriland dans 2 jours. Vous comprenez bien que ces numéros de compte, c'est des numéros qui avaient été négociés depuis très longtemps, mais le timing chez nous exigeait que le lendemain du dépôt de la candidature, on lance l'opération de fundraising, comme nous allons lancer d'autres choses qui sont déjà prévues. Ok. Voilà. Oui, je voudrais un peu revenir sur ce qu'a dit mon aîné. Là, pour lui faire comprendre qu'il ne peut pas, en 2018, avec toutes les libertés qui sont... Vraiment, j'aimerais que Mme Kawala vous écoute, monsieur. Okay. J'aimerais vraiment que si un seul instant, vous suivez l'actualité, vous savez aujourd'hui que le MRC a été victime de violence à son siège à Oudja. Simplement pourquoi? Pour une conférence de presse. Oh. Vous savez pourquoi Mme Kawala a vu ses bureaux scellés à Douala? Je sais pourquoi. Ah bon, d'accord. Parce qu'un ministre de la République a décidé que dans son parti politique, c'est lui qui décide de qui est président. Non. Ah bon, d'accord. Non. C'est un très beau pays de liberté. Non, je voudrais dire à monsieur, à mon grand frère, qu'il ne peut pas, en 2018, dédouaner un homme d'affaires qui n'a pas voulu assister
à leur réunion. Mais je vous parle des faits. Nous aussi nous connaissons des hommes d'affaires que vous avez approchés, qui nous ont tenu un autre langage. Là maintenant, je suis pas ici pour dire qui a dit quoi, qui n'a pas dit quoi. Nous savons, non. Je veux juste te faire comprendre, s'il te plaît. Vous pensez que ça marche encore? Vous avez dit 2018. Vous pensez ce que vous dites là marche en 2018? Justement, je veux te faire comprendre. Cette manipulation là? Il n'y a pas de manipulation qui tienne. Je dis et je prends au mot tous les Camerounais, les libertés sont garanties dans ce pays. Je ne peux pas accepter cela. Je suis qui sont en train de rigoler en vous écoutant. Il n'y a pas de problème, tu rigoles. Et je voulais dire qu'aucun homme d'affaires de ce pays qui soutienne Tabal Libi, Joshua Oshi ou toi n'aura de problème plus tard. Il faut plutôt poser la qualité même de l'homme d'affaires en question. Oh moi je trouve qu'un homme d'affaires qui fait ses affaires, qui est en bon terme avec le fisc, qui est réglo, n'a rien à craindre de s'afficher publiquement avec le professeur Maurice Kamto. Si vous trouvez que cela, si un homme d'affaires vous l'a dit, vous qui êtes le moralisateur de la vie publique, vous qui êtes ceux qui donnent les leçons au quotidien à ceux qui gouvernent le pays, vous devez plutôt demander à celui-là, est-ce qu'il est en règle avec le fisc? Ça, c'est ça. La troisième chose, c'est quoi? Non, s'il te plaît. La troisième chose, c'est que je ne peux pas aujourd'hui prendre pour parole l'évangile le fait que vous me faites comprendre que vous faites cela depuis 2012. Ça fait 6 ans qu'on est de 2012 à 2018. Bien sûr. Ça fait 6 ans. Puisque ce sont ces fonds qui permettent de faire fonctionner le parti. Et pourquoi pour les autres, vous ne les acceptez pas? Pourquoi est-ce que vous trouvez qu'au RDPC, vous avez dit tout à l'heure que quelqu'un donne 100 millions, c'est pourquoi il donne 100 millions? Le problème, je vous dis encore, non, parce que là, tu vas dévier. Je vous dis encore que le RBC, le MRC a ses canaux de communication officiels. Et je veux à un moment donné qu'on arrête parce que Tantampion sur Facebook parle pour le MRC. Qui doit arrêter? Mais arrêtez-le! C'est fou de les arrêter. Arrêtez la milice! Calmez vos gars! Qui va les arrêter? Calmez. Arrêtez la meute! Et puis quand on lit, donc là maintenant c'est un peu sérieux, quand on lit le programme de votre candidat, au niveau des garanties qu'il donne au monde des affaires, vraiment, un homme d'affaires sérieux ne vous suivrait pas. Si vous voulez, l'homme d'affaires sérieux suivra le RDPC. Pourquoi? Non, je vous le dis. Moi, l'homme d'affaires sérieux qui est sûr d'avoir investi son argent et il attend que cet argent prospère suivra le RDPC. Vous savez pourquoi? Parce que les chiffres sont là. Tout à l'heure, quand j'entends, tu m'as dit, Charles, on n'est pas pour la campagne. Bon, on va peut-être passer ça plus tard, mais j'ai dit les chiffres sont là. Les chiffres économiques sont là. Lesquels, par exemple? Lesquels? Le taux de croissance à 4%? Tout à fait. Qu'est-ce qui était prévu dans le DSE? Comme par exemple... Qu'est-ce qui était prévu dans le DSE 2018? Qu'est-ce qui était prévu? Laissez Charles libre. Comme pour te dire, par exemple... croissance à 4%. Laisse-moi te dire, par exemple, qu'en 2017, on a fait 1734 milliards de recettes fiscales. Non, mais... Non, mais j'y arrive. Laisse-moi parler. Que par exemple, Cameco a fait 12 milliards... Cameco? Oui, 10 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. Oui. Non, mais je pose la question. Justement, Cameco a fait 12 milliards de chiffre d'affaires, les recettes douanières sont à 7... Oui, les recettes douanières sont à 731 milliards au premier trimestre 2018 en hausse, les recettes pétrolières sont en hausse. Ça nous a permis, effectivement, en 2017, ça, c'est la vitalité. En 2017, ça nous a permis de repartir vers un nouveau plan d'ajustement structurel avec le FMI. Ce n'est pas ce que... C'était bien bon, on est parti sur un plan d'ajustement structurel avec le FMI. Ça n'a rien à voir, Gilbert. Ça n'a rien à voir. Merci. Je suis d'accord avec toi, ça n'a rien à voir. On sait que Barack Hussein Obama, en 2008, a décidé, il a refusé l'aide pour la campagne. Est-ce que Maurice Kamto et Cabral Libi, avec tout ce qu'ils ont déjà récolté, peuvent faire pareil? Non. Non, ça me surprendrait parce qu'aujourd'hui, ils ont tous besoin d'argent, ils l'ont clairement dit. Et je suis convaincu de ce que la démarche de Cabral s'inscrivait davantage dans un souci de construire et de développer un capital sympathie, un capital estime qu'il a réussi heureusement à faire en gagnant des parts de cœur. Une élection avec environ 250 scrutateurs pour parcourir tout le Cameroun, il faut un minimum au moins 2 milliards de francs. Je vois dans le contexte actuel très peu de Camerounais qui
qui refuserait l'argent de la campagne. Encore qu'il se dit, heureusement qu'on a commencé à écrimer. Ils étaient à 28 au départ. Non, c'est pas encore officiel. On a commencé à écrimer. Non, c'est pas encore officiel. Non, vous n'allez pas aller là. Non, il est... Non, les réseaux sociaux, c'est pas... Non, rien à voir. Quand vous regardez la fantaisie de certaines candidatures, vous voyez vous-même que ce type de candidature ne peut pas... Vous n'êtes pas le procès électoral, là. Quand vous regardez juste certaines candidatures... Nous entendons, Guy Hervé. De manière lucide, vous savez d'office que ce type de candidature ne peut pas prospérer dans un... J'ai envie de croire qu'on est encore dans un pays sérieux. Et donc, on ne peut pas accepter tout type de candidature et tout type de mascarade. Et donc, à partir de ce moment-là, même après avoir shortlisté, quel que soit le candidat, en dehors du président Paul Biya et de Joshua Oshie, qui pour moi sont les seuls vrais candidats les seuls vrais candidats qui vont s'affronter pour cette élection. Parce que figurez-vous, tout le reste se battent entre eux à travers des médias interposés, les réseaux sociaux interposés. Ils ne font que ça à longueur de journée. On a l'impression que... Les candidats ou bien là, tous les autres, non, je vais dire que oui. Enfin, les candidats, les sympathisants parlent au nom des candidats. Et c'est pour ça que Angelbert dit non. Je veux dire que c'est ce qu'ils pensent. S'ils veulent nous pousser à bout, on citera des noms des membres de la milice sur Internet qui, à longueur de journée, passent le temps à tirer le parti vers le bas. Peut-être vous ne le percevez peut-être pas, mais c'est vraiment de nature à vous desservir et c'est à vous d'arrêter le massacre. Aujourd'hui, je suis heureux parce que contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, on a heureusement encore parce que 2018 quand même, après 36 ans de règne, on est en fin de règne. Il faut être capable de lire des signes des temps. Beaucoup avaient espéré, notamment dans l'opposition, que le leader historique qui est le SIF, quand le chairman a annoncé qu'il passait la main, beaucoup ont cru que c'était un effet d'annonce, qu'il ne allait jamais le faire. Aujourd'hui, Joshua Oshie a quand même réussi, à mon sens, le pari de la transition générationnelle. Ils sont encore allés plus loin en disant que le chairman empêcherait de déposer la candidature. Le chairman a adoubé lors du dépôt de sa candidature. Je ne pas que le SDF était présent sur le non, je parle de faits. Je questionne des faits. Je ne savais pas que le SDF était présent sur le plateau. Je vous répondrai à ce titre. Tout à l'heure, vous avez dit pareil quand je parlais de Cabral. Maintenant, c'est le SDF. Quand je vais déposer le candidat, vous direz que... Je n'ai pas dit la même chose concernant Cabral. Donc, vous voyez simplement que que je présente les faits tels que n'importe quel Camerounais normalement constitué comme moi devrait pouvoir observer. Et à partir de ce moment-là, on peut au moins avoir on peut être reconforté en pensant qu'au moins on aura, qu'en face de Paul Biya, il y aura au moins un candidat sérieux et à ce moment-là, l'électorat saura quel est le choix opéré, alors que les autres opposants se battent entre eux de manière inutile et nous éloignent de l'objectif principal. Angelbert, est-ce que vous allez renoncer au financement public de la campagne? Je vais finir par penser, M. Otto, que l'amalgame est maintenu sur le sujet exprès. Et c'est plus tard que j'ai compris, quand il a chuté au SDF, que j'ai compris pourquoi tout cela est. Quand vous dites que notre candidat passe le temps à s'attaquer à M. Libi, ou bien M. Cabral Libi, vous parlez de quel candidat? De M. Kanto? Soyons en temps sérieux. Quand vous dites que cette élection va se dérouler entre deux principaux candidats, M. Paul Biya et M. Joshua Oshie, avec des acrobaties sur le transgénérationnel, enfin c'est un peu trop compliqué pour moi. Est-ce que vous regardez la télé ces derniers temps? Je suppose que vous suivez Equinox et que vous voyez ce que le président Maurice Kamto fait sur le terrain à l'extrême nord et dans le nord. Ou alors vous faites exprès de ne pas voir, comme beaucoup d'autres. J'ai vu que la demande au Camerounais. Moi j'ai vu. Guy, est-ce que votre candidat va renoncer au financement public de la campagne? Mais pourquoi, avec tout ce qu'il a. Pourquoi puisqu'on a vu, moi c'est un exemple quand même. Pourquoi vous voulez aujourd'hui que le MRC refuse le financement public? Pourquoi vous voulez? Pourquoi est-ce que le problème se poserait même d'abord? On a des textes qui encadrent le financement des partis politiques et des élections au Cameroun. C'est des textes de la République. Pourquoi vous voulez que le MRC refuse? Je veux comprendre la question. Je vous pose la question. Aucun parti aujourd'hui ne peut vivre sans
et financement de ses membres, et peut-être des financements externes à travers des sympathisants, ou alors des financements publics. Vous n'avez pas assez amassé comme ça? Qu'est-ce que vous appelez assez amassé? Quand vous dites vous, c'est le MRC. Oui. Le MRC n'est pas une entreprise commerciale, c'est un parti politique. Mais comment on fait pour amasser? Vous avez parlé de la rencontre avec les hommes d'affaires. Non mais, écoutez, c'était une rencontre du président pour présenter sa vision aux hommes d'affaires du Cameroun. Pour présenter sa vision. Pas pour qu'il lui... Vous avez parlé de contribution, il y a des gens qui ont contribué. Et ils ne sont pas venus. Mais oui, parce que c'était un dîner. La vision, justement. C'était un dîner. Ils ne sont pas venus au et dîner, chaque justement. participant... Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Et je vous dis que vous êtes en train de vous adresser à celui qui a été le président de l'organisation de cette soirée. Si vous dites combien ils ont contribué pour le dîner, vous... Mais ça ne change rien à l'amalgame que vous voulez créer. Mais j'ai bien compris de où vous voulez parler. Il y a combien de militants? Merci Guy Hervé. Aujourd'hui. Guy Hervé, on va continuer dans un instant. Dans un instant, madame, monsieur, le journal de Cédric Nufélé. Cédric, bonsoir. Bonsoir Serge Allan, bonsoir à vos invités. Voilà une journée, pas forcément comme les autres, hein. Il y a du nouveau. Vous l'avez dit, ce soir, un dossier est consacré à ces multiples retards observés dans la publication des résultats du baccalauréat de l'enseignement secondaire général. À suivre également une enquête sur ces irrégularités qui ont émaillé les résultats du baccalauréat technique à tel point que des candidats recalés ont contesté leur échec à cet examen officiel. Ce soir, vous suivrez la teneur des sanctions prononcées à l'encontre d'un soldat camerounais qui est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une jeune fille à Bamenda dans le chaudron de la crise anglophone. Ce soir, nous vous inviterons à la découverte de Mbandjok, une commune de la Haute-Sanaga qui est plongée dans les abysses du sous-développement malgré les nombreuses exploitations sucrières qui sont observées dans cette commune située dans la Haute-Sanaga, région du centre. Et l'escale internationale du 20h est consacrée à la fièvre électorale au Mali, à quelques jours du scrutin présidentiel dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, Cédric, nous avons hâte de savoir ce qui s'est passé réellement à Bamenda avec le soldat et la jeune fille, et ainsi que la sanction du ministre en charge de la Défense, Joseph Betty-Assomo. La sanction. Le journal de Cédric nous fait les madame, monsieur, dans un instant. Le lait Moby Bébé nourrit et hydrate en profondeur la peau. C'est la saison des pluies, toujours garder bébé bien au chaud. Pour une santé optimale de bébé, l'allaitement au sein doit être exclusif jusqu'à 6 mois. N'oubliez pas de repasser les vêtements de bébé à l'endroit et à l'envers afin d'éviter les maladies de la peau. L'huile d'amande douce est fortement recommandée dans le change de bébé. Avec Jumia, faites de bonnes affaires sur Internet. Rendez-vous sur jumia.cm. Cherchez votre produit, choisissez-le. Ajoutez au panier. Créez facilement votre compte en indiquant votre nom, téléphone, adresse. Voilà, retour sur le plateau d'Equinox Soir. Nous sommes toujours en compagnie de Guy Hervé Fongan, journaliste. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, et je suis très à l'aise sur ce plateau et je prends du plaisir à participer à ce débat citoyen et républicain. Surtout que vous êtes à côté de Angel-Bert Lebon, d'Achua, militant. Il a insisté sur le terme militant, alors qu'il est cadre, il paraît. Il dit qu'il est simple militant du MRC. Peut-être qu'on est d'abord militant avant d'être cadre. Et ouais, justement. Il a commencé par principe, c'est le principe. Bonsoir, Angel-Bert. Bonsoir, monsieur Otou. Voilà. Et avec moi également, Charles Elizan, président OJ RDPC Vouri Sud. Non, pas Vouri Sud, Vouri 2. Vouri 2. Parce que Vouri Sud, c'est le nom de la circonscription électorale. Oui. Par exemple, vous avez Vouri Centre qui regroupe Douala 1er et Douala 6e, c'est-à-dire Manoka. Vouri Sud, c'est Douala 2e. Vouri Est, c'est Douala 5e et Douala 3e. Donc, quand vous dites Vouri Sud, ça ramène plus aux élections législatives. Je sais pas, mais c'est la circonscription politique de l'arrondissement de Douala 2e. Donc, Vouri 2. Voilà, on va commencer par cette actualité du ministre de la Défense. Je ne sais pas si
l'acte qu'il a pris aujourd'hui, cette décision, au lendemain des faits, il n'a pas laissé traîner l'affaire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Non, il ne veut rien montrer. Le ministre Béchar Samané ne veut rien montrer. Mais ce n'est pas la première fois qu'il tape sur les soldats de rang. Aussi rapidement, au lendemain des faits? Non, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Même ces militaires-là, même ces éléments de la Grande Muette ont un règlement à suivre. Il y a aussi une procédure à suivre. Quand vous voyez la réaction rapide du ministre, c'est qu'il y a des faits avérés, il y a des preuves irréfutables et la sanction est immédiate. Bon, dans d'autres cas, dans d'autres espèces de cas, vous aurez une enquête et qui va prendre le temps que cela peut prendre. Mais au finish, quand on a tous les éléments de vérité, ce monsieur a toujours frappé la main sur la table parce que le comportement d'un élément de la Grande Muette peut entacher comme ça tout le sérieux, toute la responsabilité, toute la force, tout ce que ces gars font sur le terrain pour préserver notre intégrité nationale, pour nous permettre de causer comme nous faisons là. Ce sont ces gars qui le font. Alors quand quelques éléments s'égarent comme ça, c'est clair qu'on ne peut qu'apprécier le geste et le flegme du ministre de la Défense. Guy Fonga, dans sa sortie du ministre, il rassure l'opinion internationale, nationale et internationale, sur le professionnalisme de l'armée. Les mots ont un sens, surtout par rapport à tout ce qui s'est dit sur l'armée camerounaise. Oui, oui, les mots ont un sens, mais je ne saurais me réduire de cette, j'allais dire, sanction à telle chercheuse. Cette indignation sélective. C'est bien que le ministre décide de frapper et c'est tout à son honneur, mais j'ai le souvenir, au début de la crise anglophone, des étudiants ont été sortis de leur chambre à Boya, roulés dans la boue, malmenés et torturés par l'armée. Ils n'ont jamais été sanctionnés par qui que ce soit. C'est pourquoi j'ai parlé de la réaction. C'était pas au lendemain. Mais pas au lendemain, comme cette fois-ci. Non seulement c'était pas au lendemain, mais il n'y a pas eu, je veux dire que le ramadan qu'on observe autour de cette sanction-ci n'est pas identique à celle qu'on attendait au lendemain du drame que subissaient les étudiants à Boya à cette époque-là. Les gens qui n'avaient rien à voir avec les événements étaient maltraités par les forces de l'ordre. À partir de ce moment, on peut s'interroger sur l'acte du ministre. Mais par contre, si on questionne de manière approfondie les faits, vous allez voir que la sanction intervient peut-être au lendemain de la fameuse vidéo de la femme et l'enfant qui ont été abattus froidement par les militaires. Je suis de ceux qui avaient refusé de croire que c'est les soldats camerounais. Parce que pour moi, ça me semblait totalement irréaliste et surhumain. Bon, quelques temps après, il a plutôt été établi que c'est les soldats camerounais, des brebis galeuses, comme il y en a partout évidemment, qui ont commis cet acte-là. Et vous avez vu l'émoi collectif que cet acte a suscité au sein de l'opinion nationale et internationale. Donc il était de bon ton, de manière logique pour le ministre Tiroma demande que celui qui a des preuves, aujourd'hui, ce sont des soldats camerounais, il les apporte. Rien n'est établi. Non, je veux dire, aujourd'hui, le Mali a produire une déclaration dans laquelle elle dit que les faits ne sont pas passés sur son territoire et tout semble croire que c'est plutôt des brebis galeuses, disons-le comme ça. Il y en a partout. Donc il peut arriver qu'il y ait des gens qui s'égarent et qui commettent ce genre d'incident. Par contre, et donc, quand on a fait cette lecture-là, on peut comprendre de manière naturelle que en cas de constat, une nouvelle brebis galeuse au sein de l'armée, que le ministre rapidement réagisse et qu'il ne traîne plus et que les mauvaises graines soient écartées et qu'on les mette ces gens-là hors d'état de nuire. Et parce que, on le dit, notre armée est très professionnelle, on apprécie tout ce qui est fait sur le théâtre des opérations, mais tant qu'il y a aujourd'hui, il se dit même que cette armée est infiltrée, mais quand on constate qu'il y a des brebis galeuses au sein de ce corps-là, il est de bon ton que rapidement cela soit frappé et soit mis à l'écart, que l'armée reste républicaine telle qu'on le veut et telle qu'on la souhaite et telle qu'on l'aime. Angèle, bon, on admet quand même que nos soldats sont professionnels, mais là-dedans, il y a des brebis galeuses. Donc ça peut arriver. Comme ce qui s'est passé hier, contrôle de routine d'identité, ça a tourné à ce qu'on connaît. Là. Vous savez, avoir des brebis galeuses.
Comme dans tout corps, hein. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, M. Otto, les problèmes de sécurité sont des sujets sensibles qu'il faut commenter avec beaucoup de responsabilité. Justement. Moi, je constate, et heureusement que Charles Eli tout à l'heure n'a pas parlé de tentative de déstabilisation du Cameroun, parce que chaque fois que ce type de vidéo circule sur Internet, c'est le premier argument qui est largué au Cameroun. Je n'ai pas envie de dire que c'est la vidéo de trop, mais je pense que ça commence à faire trop. Surtout quand on s'imagine que, heureusement, qu'aujourd'hui nous sommes à l'heure d'Internet et que tous ces faits-là qui nous sont rapportés, ce sont des faits qui nous sont rapportés à travers les réseaux sociaux. Donc on s'imagine bien qu'à côté de cela, il y a d'autres faits qui ne sont pas portés à notre connaissance. Je pense qu'il est peut-être temps pour notre armée d'être conscient de la situation, notamment en sanctionnant comme le ministre l'a fait, mais je pense qu'il faut commencer dès la base. Je pense que de plus en plus, on pourrait penser que notre armée a des problèmes de recrutement. Je pense même qu'au niveau de la base, on pourrait commencer à voir à ce niveau. Je ne doute pas de l'information parce que je connais nos écoles de formation militaire ou que ce soit même des écoles de police ou de gendarmerie. On a les meilleures écoles de la sous-région, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais j'ai beaucoup plus tendance à penser à leur encadrement psychologique sur le terrain. J'espère vraiment que cet engagement psychologique est pris en compte et que c'est effectué. Mais je vais dire, des actes comme cela, des actes ignobles, un militaire qui viole une jeune fille de 17 ans, c'est grave. C'est grave. Je pense qu'il faut aller au-delà de la sanction. C'est-à-dire pas la peine de mort quand même. Je pense que ce que je sais, j'ai vu le délégué général à la Sûreté nationale, peut-être pas, voilà, Bagaguélé, déshabiller des policiers. Je pense que il faut des actes forts. Il faut des actes forts. Il faut des actes forts. Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui au Cameroun comment ça se passe avec les enquêtes, les fameuses commissions d'enquête. On en connaît de nombreux qui ont été sanctionnés comme ça, et 1 an, 2 ans après, on les a retrouvés en service. Je pense qu'il faut commencer par les révoquer de leur fonction, publiquement, parce que c'est inacceptable. Je ne parle même pas de... Ils ne seront pas plus dangereux? Ben, écoutez, plus dangereux, je ne sais pas. Ils ne méritent pas le corps de l'armée. Ils ne méritent pas cette tenue. Ils ne méritent plus cette tenue. Il faut commencer par ça. Non, mais je pense, je vais simplement dire qu'il doit peut-être mettre un peu d'eau dans son verre, parce que dans un contexte de crise comme celui-ci, quelqu'un qui a pris suffisamment de temps à apprendre le maniement des armes et tout ça, je veux dire, larguer comme ça, là. Larguer comme ça, j'étais en pâture comme ça peut être contre-productif et ça peut se retourner facilement contre les populations et contre l'armée elle-même. Et donc, peut-être qu'on devrait mettre davantage d'accent, à mon sens, sur l'encadrement psychologique, parce que j'étais en pâture, quelqu'un qui a pris le maniement des armes en un contexte comme celui-ci peut être assez délicat, et donc il faut y aller avec suffisamment de peine sec. Oui, Charles Eli. Oui, mais les sanctions sont graduelles. Les sanctions sont graduelles. Oui. Et je ne peux pas aujourd'hui t'apprendre que chez vous, vous avez les meilleurs esthètes du droit, et que même dans l'armée... Au MRC? Oui, ils ont les meilleurs esthètes du droit. Oui. Et que même dans l'armée, il y a aussi le droit militaire. Donc, même si, et je sais que je l'ai appris de vous toujours dans le plateau, même si on a tué qui, même si on a fait comment, il y a d'abord le sacro-saint principe de la présomption d'innocence, et maintenant il y a un procès qui suit. Moi je dis, il y a d'abord la sanction administrative, il y a la sanction pénale, c'est pas moi, qui viendra plus tard, et comme l'a dit monsieur, nous remarquons quand même que la majorité des, entre guillemets, des sécessionnistes dans la zone dite anglophone, sont formés par les déserteurs de notre armée. Donc il faut aussi qu'on dise que vous déshabillez, il y a aussi le débriefing, il y a les renseignements qui vont le prendre, il faut qu'il soit le moins visible possible.
Et puis, je finis par dire que je suis certain que si ce gars j'étais comme ça en pâture, mon grand frère Angelo serait le premier à le défendre. Parce que ils ont aussi cette qualité d'aimer défendre tout le monde. Ça pourquoi je dis il faut tirer sur le métal. Voilà, j'ai la chance. Comme les pilleurs de fonds, par exemple, qui défendent souvent. Je sais pas, c'est vous qui dites, hein. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le RDPC et le MRC. Donc ça nous permet de revenir sur ce qui s'est passé à Tokombele. Vous avez introduit, vous avez décidé d'ester en justice. Ben, ce qui s'est passé... Vous avez des chances que ça aboutisse? Le problème n'est pas la chance. Nous pensons que les lois existent au Cameroun et qu'il faille simplement les appliquer. Ce qui s'est passé est de l'ordre de la barbarie. 2018, quand Charles Elie me dit que nous sommes dans un pays démocratique avec des libertés, moi ça me fait rire parce que ce qui s'est passé, c'est un acte qui a été organisé en présence du président de l'Assemblée nationale du Cameroun, où nous avons vu des t-shirts être déchirés, être brûlés, ainsi que des pancartes. Et je l'ai dit sur une autre tribune, nous avons été à l'extrême nord. Nous avons parcouru cette région pendant une dizaine de jours. Ce qui se passe à l'extrême nord, le niveau de pauvreté des populations délaissées, abandonnées, dans une région où on retrouve quand même des ressortissants comme le président de l'Assemblée nationale, et tout ce qu'il peut avoir comme politique à mener sur le terrain, c'est de l'intimidation. Alors nous nous posons la question, après les t-shirts, ce sera quoi? Peut-être les hommes. Ok. Charles Elisan, est-ce que vous, dans votre formation, vous dites pas que le président, ils sont allés un peu trop loin? Vous regrettez un peu ce qui s'est passé? Non. Si c'était à refaire, vous le feriez? Je vais être clair. Si c'était à refaire, vous le referiez puisque vous ne regrettez pas ce qui s'est passé au les gadgets du MRC. D'abord, je tiens à rappeler à tout le monde qui me suit que ce n'est pas mon camarade Kavaye Djibril qui a brûlé les t-shirts ou les pancartes du MRC. Je le dis à qui veut l'entendre. Non, on l'a jamais dit. Je l'avais dit, ce n'est pas lui. Ben, c'est lui qui a été cité dans la plainte qui a été déposée auprès du commissaire du gouvernement. Ce n'est pas lui qui a brûlé. Si une tante dit qu'on a brûlé les pancartes et les t-shirts. Maintenant, la deuxième chose, la deuxième chose que je constate, c'est que Kavaye Djibril, le camarade Kavaye Djibril, de sa posture le grand camarade. Non, le camarade n'est pas le grand. Il y a un seul grand camarade, c'est Paul Biya. Non, je vous le dis. Oui. Le grand camarade du RDPC, c'est Paul Biya. Kavaye Djibril est mon camarade. Oui. Voilà. Le camarade Kavaye Djibril, de sa posture de patron régional du RDPC, a animé un meeting. Oui. Au cours du meeting, il y a près de 2000 jeunes qui ont démissionné du MRC pour le RDPC. Ces jeunes, pendant le meeting, ont voulu poser un acte fort. Ils ont pris toutes les tenues qu'ils avaient du parti où ils sortaient le MRC, ils ont déposé ça sur la place publique et ils l'ont présenté officiellement au patron des séances, qui est le camarade Kavaye Djibril. Écoutez, il dit le camarade Kavaye Djibril. Il dit bien le camarade. Il n'y a rien à voir avec l'honorable. Rien à voir avec l'honorable. C'est le camarade qui était sur le terrain. Maintenant, le camarade Kavaye Djibril, je dis, ne peut pas, avec toute l'expérience politique qu'il a, ne peut pas, lui, avec ce que j'ai lu dans les réseaux sociaux, avec ce que j'ai entendu, c'est là, prendre un briquet ou une allumette ou une pipe, je ne sais pas moi quoi, pour brûler les effigies de notre parti. Il ne l'a pas fait. Il ne le fera jamais. Personne n'a dit qu'il l'a fait. Justement, j'arrive maintenant. Maintenant, j'arrive. Là, je vais vous surprendre, c'est que le camarade Kavaye Djibril est parti. C'est après qu'il soit parti que les jeunes ont posé cette acte. Tout à l'heure, mon grand frère Jean-Angèle Lebon disait... Vous n'avez pas les bonnes images. Bon, c'est pas grave. Tout à l'heure, le grand... Bon, c'est en justice. Bon, vous avez produit les bonnes images au tribunal. On verra. Ok, ça passe. Tout à l'heure, mon grand frère disait qu'il y a des gens qu'on ne contrôle pas. C'est clair. Je peux aussi lui dire la même chose. Quand on ne parle pas le président de l'Assemblée nationale. Je ne parle pas du président de l'Assemblée nationale. Je vous ai dit, je ne pense pas que le camarade Kavaye Djibril puisse faire cela. Maintenant, la deuxième chose, c'est que nous, on enquête. Nous aussi, on va sur le terrain. J'ai un excellent camarade du côté de la Diamaré de Marois Première, qui s'appelle Youssouf Issa, que j'ai eu au téléphone pendant 3 heures.
qu'il m'explique un peu, parce que je voulais comprendre. Ce qui s'est passé. Comment en 2018, nous en sommes arrivés là. Il m'a expliqué. Et il m'a produit un document qui m'a fait un peu... Est-ce que vous savez que les jeunes qui ont démissionné du MRC ont pondu un communiqué? Est-ce que vous le savez? Les gars qui ont démissionné du MRC, en clair, disent dans le communiqué qu'ils ont écrit au directoire du MRC, ils disent que qu'on laisse monsieur, le camarade Kaba et tranquille, et qu'on leur porte plainte à eux, puisqu'ils reconnaissent que c'est eux qui ont posé l'acte. Ils disent que c'est eux, c'est pas le docteur Taïga, c'est pas tout le grand nom qu'on a cité là parce qu'on veut à tout prix appuyer les élites, que c'est eux qu'on leur porte plainte à eux, que c'est eux qui ont posé l'acte. Ils ont signé la note. Donc, je suis un peu... Mais pour finir, je voudrais dire à mon grand frère Angelbert que vraiment, depuis que j'ai les yeux qui voient, qui ne regardent pas, depuis que je fais un peu ma petite politique, les meetings dans le Septentrion, le plus grand meeting jamais organisé dans le Septentrion, je parle en termes de popularité, en termes de message, c'est celui de M. Issa Tchulma Bakary. Le deuxième meeting, en termes de force, c'est celui de ma camarade Aminata Idio. Et je dis, quand nous allons entrer en scène dans l'extrême nord, vous allez voir ce qui va se passer. Bon, maintenant, c'est clair que je voudrais quand même aussi que vous reconnaissiez quand même que tous vos meetings ont été déclarés. Vous dites que vous avez fait plus d'une centaine en 3 jours, je ne sais pas moi quoi. Tous les meetings ont été déclarés, vous avez rendu visite au chef de terre. Il faut aussi saluer cet acte-là. N'attendez pas que le jour qu'un chef de terre va vous refuser, pour des raisons qu'il a, que je n'estime pas, vous allez commencer à crier. Il faut aussi apprécier cela. C'est-à-dire, je voudrais qu'on ait... Mais maintenant, pour finir maintenant, dans ce qui concerne cet acte, j'ai dit, si on a brûlé les effigies, si on a brûlé les pancartes, si on a brûlé les tricots du MRC, on vous a fait une publicité gratuite. Voilà, vous ne méritez pas qu'on brûle vos t-shirts parce que ça vous fait de la publicité. Parce que moi, vraiment, je ne peux pas le faire. C'est vous faire de la publicité. D'accord. C'était ma question à Guy Harvey. Est-ce que par cet acte, le MRC n'en sort pas grandi? Et j'en applaudis des deux mains. Des deux mains, cet acte qui permet encore au MRC d'exister de manière quasi durable dans l'espace public, et donc ça leur rend plutôt service. Et moi j'ai envie de penser à la fameuse théorie du complot de l'État, parce que une des faiblesses de nos systèmes, et c'est le malheur de la plupart des pays d'Afrique noire, c'est qu'on a hérité du jacobinisme français qui en général se caractérise par un État centralisateur qui est très fort. Et donc, vu qu'on a la plupart dans nos sociétés des partis États, donc il y en a donc qui se cachent derrière ce parti État-là qui est le droit dominant, sous ce manteau-là, se croient capables de faire ce qu'ils veulent. Et donc ils ont un excès de zèle qui est totalement injustifiable. Parce que moi j'ai vu ces images, c'est un crime contre la démocratie, c'est gravissime. Et le dire, c'est même un euphémisme. Parce que quand vous avez un objet, si vous n'en voulez plus, vous pouvez le jeter. Mais quand vous le brûlez, ça veut dire que vous le faites disparaître. On a brûlé les tenues du RDPP dans le sud. Ça veut dire que vous le faites disparaître. Donc à partir de ce moment-là, c'est un crime contre... Je me demande quel type de démocratie on veut faire quand on veut faire disparaître des partis d'opposition. Et ça paraît, il y en a qui en parlent en rigolant, mais ce n'est pas drôle. Mais ce qui s'est passé à Tchokombéré, ce qui s'est passé à Tchokombéré, c'est partie de ce que des chercheurs qui ont autorité comme Paul Ricoeur appellent l'ensauvagement de l'État. Et on ne peut plus accepter ça en 2018 dans un État. Le président a voulu que ce qu'on retienne de lui, c'est quelqu'un qui apporte la prospérité, la démocratie. Il voulait qu'on retienne ça quand il ne sera plus là. Donc on est en fin de règne. J'ai envie de croire qu'il y a un complot autour de lui, parce que là, on vient d'opérer Amando. On vient d'opérer Amando Vision, un crime contre la démocratie, parce que brûler, c'est faire disparaître. C'est exactement ce qui s'est passé à Tchokombéré. On a le sentiment que le RDPC ne veut plus qui est d'opposition, et je pense que c'est lamentable, et c'est totalement inacceptable. Oui, je vais terminer avec vous, Gilbert Lebon. Vous avez hâte d'entrer en campagne? Ben, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a... Le MSA a hâte d'entrer en campagne? Il y a le MSA en campagne. Il y a une campagne officielle, mais je peux vous rassurer que nous sommes en campagne depuis 2012. Voilà. Nous sommes sur le terrain tous les jours.
Charles tout à l'heure parlait des différents meetings dont il a souvenir d'avoir été des grands meetings. Mais il oublie de dire une chose, c'est que ces meetings-là ont été faits à un endroit fixe et qu'on a pris des gens dans des villages pour venir faire foule, évidemment. Monsieur Kamto, aujourd'hui, fait du porte-à-porte, village après village. Il n'a pas le choix. Vous vous doutez bien que s'il avait décidé de ne faire qu'à Maroua ou de ne faire qu'à Kousseri et faire venir tous les villages environnants, on aurait évidemment eu une foule peut-être plus immense que celle que vous avez connue avec vos camarades. Vos amis de et en même temps, je ne peux pas vous laisser dire que dans l'extrême nord, 2000 militants ont démissionné du MRC. D'accord? Vous comprenez bien que ça ne marche plus, ce type de manipulation. Ok, on vous a compris, Gilbert. Merci, merci. Bon, madame, monsieur, merci Charles-Élie d'avoir honoré l'invitation. C'est le RDPC qui vous remercie. Et sachez que nous sommes repartis pour cette année de plus. Nous n'avons personne en face. Non, nous n'allons pas aux élections pour les gagner. Nous allons aux élections pour renforcer le score. Le bilan parle pour nous. Guilhervé, bonsoir, merci. Merci Serge Alain pour l'honneur et l'amitié et merci de m'avoir convié à ce très bel échange républicain. Ok. Angèle Berlebon. Ben, écoutez, merci Monsieur Outou de m'avoir invité. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit. Dommage qu'on n'ait pas eu le temps sur ce plateau de présenter les différentes offres politiques parce que non, il y a des espaces qui sont prévus pour ça. Ne vous en faites pas. Offre politique. Ne vous en faites pas, il y a des espaces prévus. Et je pense que le 7 octobre, du moins le lendemain du 7 octobre, ce que nous espérons, c'est que M. Biya, de manière élégante, appelle le candidat Kamto pour le féliciter. Au téléphone. Comme ça se voit ailleurs. Et je pense que ce sera un grand soulagement pour le peuple camerounais parce que la réciproque, vous imaginez ça aussi? C'est comme tu appelles pour dire qu'il reconnaît sa défaite. Ben, bien sûr. Ok, c'est ce qu'on retient. Merci Angèle. Tout à l'heure, après nous, ce sera Parole de Femme. Bonsoir, Julie Nguenyonde. Alain Outou, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà une autre incursion dans nos foyers ce soir. C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Alors, ce soir, dans le cadre de ce programme qui s'intitule Parole de Femmes, nous avons choisi de parler de la négligence corporelle. Quel impact dans un couple? On sait qu'il y a, elles sont nombreuses, ces femmes-là, qui ont tendance un peu à négliger leur apparence physique, qui ont tendance à ne pas prêter une attention particulière à certains détails, c'est-à-dire le linge, la lingerie féminine, le sous-vêtement, la maison. Bref, on en parle dans une poignée de secondes avec nos invités qui sont déjà assises sur ce plateau dans le cadre de Paroles de Femmes. Voilà une thématique qui va forcément intéresser beaucoup d'hommes. Hein? Et pourquoi donc? Dites-nous pourquoi ça va intéresser les hommes. Alors, ils sont nombreux quand même, ces hommes-là, qui se plaignent de leurs partenaires, de leurs femmes. Une fois qu'elles sont à la maison, elles commencent à négliger certains détails, elles n'arrivent pas à prendre soin de leur intérieur, elles négligent leur apparence physique, surtout quand elles ont connu certaines maternités. Bref, beaucoup d'hommes se sont plaints, ils ont écrit, et ce soir, dans le cadre de votre programme Parole de Femmes, justement, vous, messieurs, vous avez l'occasion de réagir, de nous donner vos impressions, de nous parler de vos expériences. On va en débattre justement avec les femmes qui sont sur ce plateau. Voilà, dans un instant, Julie Nguenyonde et toute la grosse équipe qui l'accompagne et des jolies femmes que vous avez vues sur ce plateau. Ce sera pour Parole de Femmes, une fois de plus. À vous, merci messieurs. C'était Equinox Soir, rediffusion 23h, temps universel, soit minuit, heure de Yaoundé. Bonsoir. Vous avez eu la chance qu'ils ont mis